On démarre ce journal ce matin encore par l'annonce de la mort d'une soldate de Tsahal hier en territoire israélien. Et oui, effectivement, il s'agit de la sergente Rotem Yanai, 20 ans, de Givat Ada. Elle a été tuée par un drone explosif dans le Moshav Shomera, en Galilée occidentale. Elle servait dans une unité du bataillon Rotem de la brigade Givati. Elle était en route en direction d'un abri blindé lorsque le drone a explosé très près d'elle. Que son souvenir soit béni. Un second drone s'est abattu quelques secondes plus tard dans la même zone, blessant également 2 autres soldats réservistes. Et puis, durant la nuit, le Hezbollah a également tiré plusieurs autres drones en direction du territoire israélien, sans faire cette fois-là de blessés. À ce propos de ce fléau, on a appris dans la nuit que le commandant en chef des forces terrestres de Tsahal va se rendre aux États-Unis. Oui, le général Nadav Lotan effectue ce déplacement en pleine guerre dans un but précis et important, celui de commander du matériel qui permettra à Tsahal de faire face à la menace des drones explosifs du Hezbollah. Au sein de Tsahal, on affirme qu'il n'y aura pas de limite budgétaire à ce sujet. Et dans l'armée, on promet que très prochainement sera faite une annonce importante concernant la détection justement de ces drones offensifs pour protéger les soldats israéliens. Sur le terrain au sud-Liban, les forces israéliennes poursuivent leur progression au nord du Litani. Oui, à la suite de la multiplication de ces attaques de drones, l'échelon politique a donné l'ordre à Tsahal d'accentuer son opération terrestre au sud-Liban et de progresser même au-delà du fleuve Litani. L'objectif est de repousser vers le nord les unités du Hezbollah qui menacent les forces israéliennes et les habitants des localités frontalières. Selon certaines sources libanaises, les forces israéliennes progresseraient actuellement vers le Beaufort, le château du Beaufort, qui est un point dominant et stratégique au sud Liban. Toutefois, Benyamin Netanyahou a refusé de donner le moindre feu vert à Tsahal pour bombarder des bâtiments du Hezbollah à Beyrouth, et ce en raison du fameux veto américain. Cela fait 22 jours que Tsahal n'est donc pas libre de frapper des cibles du mouvement terroriste là où il le souhaiterait, en particulier donc dans la capitale libanaise. Et puis Daniel, dans le golfe Persique, la tension a grimpé durant la nuit. Oui, selon des sources américaines officielles, l'armée américaine a confirmé l'attaque la nuit dernière d'un site militaire iranien qui menaçait les forces américaines dans la région et qui a entravé la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. De même, l'armée américaine a intercepté des drones offensifs qui menaçaient ses soldats. En Iran, on fait état durant la nuit d'explosions près du port de Bandar Abbas. Donald Trump a haussé le ton hier soir à propos des termes de l'accord qui est actuellement à l'étude avec les Iraniens. Oui, lors de la réunion du cabinet qui s'est tenue hier à la Maison-Blanche, le président américain a déclaré « Même si les Iraniens veulent un accord, les États-Unis ne sont pas satisfaits de l'état actuel des pourparlers. » Par ailleurs, le président a démenti formellement les informations publiées par des médias officiels iraniens selon lesquelles l'accord permettrait à l'Iran de maintenir un contrôle du détroit d'Ormuz et ne mentionnerait pas le dossier nucléaire. Personne ne devrait y croire ce que la presse iranienne publie et écrit, a dit le président. Notre objectif en lançant l'opération militaire contre l'Iran était de veiller à ce que Téhéran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire, et c'est ce qui se passera, a déclaré Donald Trump, qui par ailleurs continue d'exercer des pressions sur des pays tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite afin qu'ils acceptent, dans le cadre de l'accord avec les Iraniens, d'adhérer aux accords d'Abraham. Selon Donald Trump, il n'y aura pas d'accord avec les Iraniens sans le développement et l'élargissement des accords d'Abraham. Pour l'instant, on le sait, les deux pays, l'Arabie Saoudite et le Qatar, sont réticents. L'actualité en France maintenant, où Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reconnaît que c'est Israël qui impose un embargo d'armement à la France et pas le contraire. Oui, répondant hier au Sénat à des questions de sénateurs sur la politique de la France envers l'État d'Israël, Sébastien Lecornu a d'abord reconnu la dégradation des relations entre les deux pays durant la guerre, en particulier autour du dossier de la bande de Gaza. Mais le Premier ministre français a surpris en affirmant ensuite qu'il n'y avait pas d'embargo français sur la vente d'armes en Israël, parce que, il n'y a pas de vente d'armes à l'État d'Israël, d'armes françaises. Israël n'a pas besoin des armes françaises, a déclaré le Premier ministre, et c'est même l'un des plus gros concurrents de la France dans les industries militaires. En fait, c'est Israël qui impose un embargo sur la France, pas le contraire. Fin de citation. Enfin, Daniel, un policier israélien est soupçonné de collusion avec les Iraniens. Oui, on sait que des dizaines de civils israéliens ont accepté au cours des derniers mois d'espionner pour le compte du régime iranien, mais c'est la première fois qu'un policier est arrêté pour le même chef d'accusation important. Il s'agit, qui plus est, d'un policier de l'unité de lutte contre le banditisme, la HAV 433. Autre point de différence, c'est le policier lui-même qui cette fois a alerté ses supérieurs lorsqu'il a compris que les Iraniens se servaient de lui pour espionner. Les supérieurs du policier lui ont donné l'ordre de cesser immédiatement tout contact avec ces informateurs iraniens. Cela s'est passé il y a 6 mois. Entre-temps, le policier a été auditionné par les équipes de la police des polices. Il a été remis en liberté avec assignation à résidence.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez, vous l'avez peut-être remarqué, que le temps est plus couvert qu'il ne l'était au cours des 2 derniers jours et qu'il s'est assez rafraîchi. Les températures sont en baisse. 22 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et sur le littoral, 27 à Beersheva et 30 degrés à Eilat. Le plaisir d'être en ligne avec David Ben Ishai. David, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du parti des démocrates, du parti de Yair Golan, et c'est pour cela que nous vous avons sollicité, parce que Yair Golan a fait hier, ou apparemment en tout cas hier ça a été publié, mais des déclarations qui ont surpris sur une possible alliance au lendemain des élections entre le parti des démocrates et les partis orthodoxes, alors que jusqu'à présent on avait le sentiment que les partis orthodoxes étaient hors du jeu pour on va dire l'opposition actuelle, surtout avec en toile de fond la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et le refus, on va dire des orthodoxes de s'enrôler dans l'armée israélienne. Depuis, Yair Golan s'est apparemment rétracté. Alors je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, puis quelle est la position du Parti des démocrates, à votre avis, sur ce dossier? Alors, premièrement, je crois qu'il ne faut pas entre guillemets, valider, blanchir, qu'on dira ce qu'on voudra sur la loi de Bismuth. Tout le monde dit aujourd'hui que c'est une mauvaise loi qui ne fait qu'encourager d'une certaine manière le fait de ne pas s'enrôler. Je crois à mon avis, il y a une vraie question, et je pense que ça, c'est quelque chose qui tient à cœur de l'ensemble des députés et de l'ensemble des démocrates. Il y a une vraie question de fond, c'est pas juste la question de l'enrôlement, c'est la question de l'État dans l'État. C'est la question dans quelle mesure, sociologiquement, vous avez un groupe qui est en marge de la communauté de destin que représente l'État d'Israël et le peuple d'Israël. Et là, il y a un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu qui est à la fois sociologique et historique. On a besoin de trouver les terrains qui permettent d'intégrer et de faire participer le public orthodoxe à la société israélienne. Moi, par exemple, même s'il ne le veut pas. Non, attention, il faut. Premièrement, je suis désolé, mais dans un pays de droit, il y a une coercition qui relève des fonctions régaliennes de l'État. Oui. L'État nous impose des choses, nous impose des limites sur la route, quand on conduit, il nous impose, et ces règles de coercition légale de l'État s'imposent à tous les citoyens, déjà. Et aujourd'hui, cette coercition existe vis-à-vis de tous les publics qui ne sont pas orthodoxes, et évidemment, sur la question arabe, j'y reviendrai. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie grande question qui se pose, c'est dans quelle mesure nous devons faire en sorte que des jeunes, entre 18 et 21 ans, participent du bien commun, de l'action commune, de la communauté de destin de l'État d'Israël. Et donc, je pense que la question de l'enrôlement dans l'armée n'est pas suffisante. Il faut penser les choses à une autre échelle. C'est aussi une manière, et je pense, j'ai entendu Golan là-dessus, j'ai entendu aussi Eisenkot là-dessus, j'ai entendu Gilad Kariv là-dessus. C'est dans quelle mesure on intègre l'ensemble du public de 18-21 ans, qui soit arabe, qui soit chiloni ou religieux, ou qui soit arabe. Je pense que c'est ça notre vrai défi. C'est pas juste le fait d'envoyer des soldats, de convertir entre guillemets des orthodoxes qui sont en yeshivot, de les convertir pour aller à l'armée. Mais il y a une réalité. Il manque des soldats. La deuxième chose, de ce qui a été évalué, de ce que j'en comprends, c'est autour de 10-15 000. Et donc, c'est pas l'ensemble du public orthodoxe. Se pose aussi la question du public arabe. Donc, la vraie grande question, c'est comment nous faisons. Ouais. Comment ? Non, mais je vous entends, j'entends ce discours. Je le trouve très conciliant. Surtout par rapport au discours que Yair Golan tient, par exemple, envers le sionisme religieux. Il est très critique envers le sionisme religieux, alors que, on le sait, les combattants du sionisme religieux, sur ce plan, les combattants du sionisme religieux montent au front. Il y a énormément de combattants de cette mouvance sioniste religieuse dans l'armée israélienne et dans notre... Non, Daniel, c'est sur un autre registre que la critique est faite pas sur le registre de l'armée. Les démocrates, ou quels que soient les partis de la coalition, ne viennent pas en revendication vis-à-vis du sionisme religieux par rapport aux questions d'enrôlement. C'est pas du tout au contraire. Et par rapport à quoi ? Le sionisme religieux est frontalement opposé aux orthodoxes sur la question de l'enrôlement. Donc non, c'est pas sur ces questions-là. C'est sur d'autres questions. Mais ça, c'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est l'intégration des orthodoxes. Le vrai enjeu, ce n'est pas l'enrôlement dans l'armée. Le vrai enjeu, c'est comment on fait en sorte de récupérer les territoires perdus de l'État d'Israël. À tous les niveaux de la société, il y a des lieux qui ont été abandonnés et
par confort. Et on a acheté, entre guillemets, certains lieux où il y a, d'une certaine manière, une autonomie interne. Et l'État d'Israël se constitue de pôles, comme ça, de territoires où chacun fait sa loi. On le voit dans le secteur arabe avec la criminalité. On le voit avec le secteur orthodoxe qui s'organise littéralement des villes fermées et qui ne se sentent pas en communauté de destin avec les citoyens israéliens, l'ensemble des autres citoyens israéliens. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas la question de l'enrôlement. La question de l'enrôlement, c'est d'une certaine manière un symptôme. Le fond du problème, c'est dans quelle mesure tous les citoyens d'Israël participent du bien commun, participent des règles communes. On l'a vu avec le corona, où le taux de mortalité, malheureusement, dans le public orthodoxe était plus élevé que le taux général. Donc on a besoin de rappeler à toutes les composantes de la société israélienne qui font partie d'un seul et unique pays, avec un état de droit, avec des règles, même si on est amené à penser ces lois et ces règles avec l'ensemble des partenaires. Alors, mais vous avez une idée, vous, David, sur la manière dont on doit agir pour justement persuader ce monde orthodoxe de rentrer, on va dire, dans la cité et de partager pas seulement le fardeau sécuritaire, c'est ce que vous dites, mais on va dire l'ensemble des fardeaux civiques. Je travaille au quotidien en tant que consultant d'environnement avec des villes orthodoxes. Je travaille à Beitar Illit, je travaille à Modi'in Illit. Je suis en quotidien je travaille avec des gens qui sont particulièrement étonnants d'un point de vue. Moi, je travaille avec des directeurs de sociétés d'économie mixte qu'on appelle les Chakal. C'est une directrice, elle est extrêmement pointue en matière de nouvelles technologies, en matière des questions d'énergie. Donc, je suis désolé, vous avez un ensemble de publics qui aujourd'hui sont beaucoup plus proches en réalité des vraies préoccupations. Le problème qu'on a, c'est le décalage qu'il y a entre les publics et leur leadership, que ce soit les rabbins ou les politiques. Et souvent, les positions des rabbins et des politiques ne sont pas nécessairement de l'intérêt des populations elles-mêmes. Alors évidemment, vous avez des composantes différentes. Je travaille avec des Litaniens, je travaille avec des Chassidim, je travaille avec des composants de chasse, puisque je donne une conférence dans les prochains jours sur l'énergie solaire avec ces publics. J'ai rencontré moi-même dans les différents lieux où j'ai été, je parle un exemple de Beitar Illit, de jeunes dans une yeshiva qui disaient leur souci de ce qui se passait et l'envie de servir dans l'armée. Aujourd'hui, vous avez un problème, c'est que vous avez des failles profondes entre des publics qui ont été élevés, entre guillemets, dans une certaine fidélité et d'écouter leurs rabbins et leurs politiques, et du rabbin, il y a des cassures qui sont en train de se présenter, notamment sur la question de l'emploi des femmes. Vous avez une vraie révolution silencieuse au sein du monde orthodoxe, où ce sont les femmes qui travaillent, qui font les enfants, qui s'occupent du ménage, etc., qui tiennent l'ensemble de la maison. Vous avez aujourd'hui, et cette révolution-là se passe autant d'une certaine manière sur des aspects assez différents dans le monde arabe que dans le monde orthodoxe. Donc vous avez des choses qui se passent, des fractures de fond, mais aujourd'hui, le public des rabbins et des politiques qui représentent le monde orthodoxe sont en décalage, ils ont besoin de maintenir des dépendances, et vous avez un public qui, lui, aspire à évoluer. Vous le voyez aussi avec ce qu'on appelle le Mamlarti Haredi. Vous avez les écoles qui sont d'État Haredi. Vous avez une tendance aujourd'hui de nombre de publics Haredim qui vont vers ces écoles-là. Donc aujourd'hui, il y a des vrais enjeux complexes. Et c'est pour ça que vouloir réduire sur des formes de slogans politiques à la question de l'enrôlement des Haredim, à mon avis, c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous avez des vrais enjeux. Et je pense que c'est ça, l'épaisseur et l'intelligence politique, c'est de comprendre ce qui se joue sociologiquement avec les différents publics de l'État d'Israël. On le comprend. Je voudrais profiter qu'on se parle pour avoir votre appréciation sur certaines déclarations, même qui sont peut-être pas tout à fait récentes, mais de Yair Golan, en particulier sur cette déclaration qu'il avait faite il y a quelques semaines sur lors de s'il devait former un gouvernement ou participer à un gouvernement, eh bien, il veillerait à fermer la chaîne 14 et il veillerait à limoger le chef du Shin Bet, David Zini. Vous cautionnez ce genre de déclaration ? Je cautionne le fait d'engager des démarches pour fermer la chaîne 14 et de remettre en question très sérieusement au regard de ce qui est en train de se passer avec David Zini. Et je lis mon propos à ce qui se passe avec Betzalel Zini, puisque c'est très clair dans la définition du poste du directeur du Shabak, le fait qu'un proche très proche puisse être en lien et faire du trafic
voire en lien économique avec le Hamas, effectivement, ça fait tâche, et ne serait-ce que de ce point de vue-là, même pas les conditions dans lesquelles il a été engagé. Oui. Mais bon, concernant, il y a deux choses. Il y a dans quelle mesure... Non, David, je vais affûter ma question. C'est-à-dire, vous parlez justement de contexte, par exemple pour les orthodoxes, c'est pas vraiment cette déclaration, ce sont des déclarations, mais ça reflète pas véritablement un positionnement de démocrate ou qui permet la liberté d'expression ou qui laisse d'une certaine manière agir quelqu'un qui n'a absolument aucun soupçon personnel, pour le cas de David Zini. C'est-à-dire, ce sont des déclarations, on va dire, de dictateurs plutôt que de déclarations de démocrates. Ah bon ? Non, mais ça, c'est formidable, c'est extraordinaire, Daniel. C'est-à-dire qu'on fait le procès aux partis de l'opposition et notamment aux démocrates d'être antidémocratiques, quand toutes les mesures depuis des années maintenant pour être suffisamment au courant de tous les dossiers politiques intérieurs qu'il y a en Israël, que nous sommes dans des mesures les unes après les autres qui sont antidémocratiques. Non, de grâce, ça fait partie finalement de toute la rhétorique de venir, qu'on retrouve dans les populismes, de venir attaquer l'opposition, donc ceux qui ne sont pas aux affaires, et de les traiter d'antidémocratiques. Non, je suis désolé. Non, mais par exemple, fermer la chaîne 14, qui est une chaîne privée, d'accord ? C'est pas une chaîne publique, comme par exemple le Galet Tzahal qui pourrait, que le gouvernement voudrait fermer. C'est une chaîne privée, qui est payée par les deniers d'un Israélien. Pourquoi se jeter ? Mais pourquoi un peu plus ? Mais pourquoi s'acharner ? C'est comme si, par exemple, demain, le gouvernement décidait de fermer le Haaretz. Vous seriez tous dans la rue au Parti des démocrates. Donc pourquoi ? Bon, mais vous croyez quoi ? Vous savez, fermer Haaretz, c'est pas seulement dire on va fermer Haaretz, parce que ça passerait pas à Bagat. Mais quand vous dites à toute la fonction publique de l'État d'Israël de ne plus s'abonner à Haaretz, c'est une façon d'entamer d'une certaine manière la position d'Haaretz. Concernant la chaîne 14, je suis désolé, à partir du moment où elle respectera la déontologie journalistique, évidemment on ne se posera pas la question. Aujourd'hui, il y a des intérêts dont bénéficie la chaîne 14 qui sont complètement en marge des règles de financement de l'audiovisuel public. Donc de grâce, si on veut mettre les choses à plat, moi j'ai pas de problème que A14 existe ou n'existe pas, mais qu'elle se lie, qu'elle soit exactement au même niveau, aussi bien pour les droits et les devoirs en tant que chaîne. Elle est au même niveau, elle est même... La déontologie journalistique. Donc de grâce, mettons les choses à plat. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule chaîne qui a autant de procès pour diffamation. Ouais. Excusez-moi, on n'est plus dans le journalisme. On est aujourd'hui dans une office de propagande qui est la 14. Donc il faut mettre les choses à plat. La fermer purement et simplement, non. Mais aujourd'hui, mettre les choses à plat de manière à ce que la chaîne 14 soit exactement au même niveau que les autres chaînes privées dans ses droits et dans ses devoirs. Alors aujourd'hui, vous avez des privilèges qui sont accordés à la 14 qui ne sont pas acceptables démocratiquement, Daniel. D'accord. Bon, on verra. Écoutez, on a encore le temps de voir si effectivement le gouvernement change, si Yair Golan fait partie de ce gouvernement et s'il aura les moyens et la majorité pour faire fermer la chaîne 14, ce qui n'est pas tout à fait évident, il faut bien l'avouer. Je vous rappelle que Bennett a lui-même énoncé le fait que, arrivé aux affaires, il y a un certain nombre de choses qui seront mises à place sur les fonctions principales et toujours dans l'audiovisuel aussi. Oui, toujours dans le respect, bien entendu, de la démocratie et exactement. Voilà, bien entendu. D'accord. Bien, merci beaucoup, David Ben Ishai. Merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur la position du Parti des démocrates, en particulier donc sur sa relation avec le monde orthodoxe et en particulier donc l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt, David. Merci. Merci. À Tel Aviv, un nom revient depuis plusieurs semaines dans plusieurs affaires de violence, SSQ. Le sigle signifie Shapira Squad, du nom du quartier Shapira dans le sud de Tel Aviv. Mais derrière ces 3 lettres, il ne s'agit pas seulement de délinquance classique. Les autorités israéliennes font face à un phénomène plus flou, né dans un environnement marqué par la précarité, l'immigration et une forte fracture sociale entre le sud de Tel Aviv et le reste de la ville. SSQ ne serait pas un groupe unique et structuré, mais plusieurs bandes de jeunes, souvent mineurs ou très jeunes adultes. Certains sont issus de familles de migrants, notamment d'Érythrée, du Soudan, des Philippines. Beaucoup ont grandi en Israël, parlent hébreu, mais vivent sans véritable statut et sans réel sentiment d'appartenance.
Au départ, le phénomène ressemblait surtout à une identité de quartier, graffitis, vidéos sur les réseaux sociaux et codes vestimentaires. Mais avec le temps, cette identité s'est durcie. Les vols, les intimidations et les agressions se sont multipliés. Un ancien membre de SSQ, interrogé par le journal Israel Hayom, affirme que la nouvelle génération serait devenue plus violente et plus désireuse d'exposer ses actes en ligne. Les réseaux sociaux jouent justement ici un rôle central. Certaines agressions seraient filmées puis diffusées sur TikTok pour impressionner, humilier les victimes et construire une réputation. Dans cet univers adolescent où l'image compte énormément, la violence devient aussi une mise en scène. Cette réalité de violence dépasse désormais le sud de Tel Aviv. Le 23 avril dernier, 2 adolescents de 14 et 15 ans ont été attaqués rue Arlozorov dans une zone plus centrale et aisée de la ville. Ce type d'affaires alimente l'inquiétude des familles israéliennes avec le sentiment que la violence peut désormais surgir partout. Une lecture sociale s'impose aussi, celle d'une tension entre des jeunes de milieux très défavorisés et d'autres venus de quartiers plus favorisés. Un phénomène que l'on retrouve dans de nombreuses grandes villes lorsque les écarts sociaux deviennent trop visibles et que certains adolescents cherchent dans la rue une forme de reconnaissance. Mais cette explication ne suffit pas. Les autorités s'inquiètent aussi de possibles liens avec des réseaux criminels plus structurés. Dans une affaire récente, une figure criminelle de la ville de Ramleh aurait été liée à des membres de SSQ soupçonnés d'extorsion contre des commerçants. Face à cette montée de violence, la police de Tel Aviv a renforcé sa présence dans plusieurs zones sensibles et certains comptes TikTok liés à SSQ auraient été supprimés. Mais pour de nombreux observateurs, la réponse policière ne suffira probablement pas à elle seule. Car derrière ce phénomène se trouvent aussi des adolescents sans statut clair et souvent sans véritable perspective d'avenir. L'enjeu pour Israël est donc double, démanteler les groupes violents afin de permettre aux habitants de retrouver un sentiment de sécurité, tout en empêchant que d'autres jeunes basculent à leur tour dans cette logique de rue, de violence et d'appartenance criminelle. Et nous commencerons cette revue de la presse israélienne de ce matin par la manchette du Yediot Aharonot qui est particulièrement explicite. Le rythme du feu s'accroît dans le nord, titre le grand quotidien israélien, et en sous-titre le journal explique que la vie des Israéliens dans le nord du pays est rythmée par la guerre. Ils redoutent d'envoyer leurs enfants à l'école de crainte des drones explosifs du Hezbollah et les alertes ne cessent de se multiplier. Un indice préoccupant, à Shlomi, l'une des localités frontalières les plus célèbres, 20% des maisons sont actuellement à vendre, et au sein de Tzahal, on élargit actuellement l'opération militaire vers le nord afin d'éloigner la menace des drones explosifs du mouvement terroriste chiite. Et puis, pour illustrer cette situation, le Yediot Aharonot a choisi de saluer le courage d'un réserviste des commandos Golani qui a eu la présence d'esprit de tirer en direction d'un drone du Hezbollah qui s'apprêtait à l'attaquer. Il a été certes sérieusement blessé, mais cela lui a sauvé la vie. Et le Yediot Aharonot nous montre donc sa photo avant sa blessure. Le Israel Hayom parle de drones chiites qui ont explosé dans la région de Shomera, dans le nord du pays. Et le journal nous montre en première page une photo des forces israéliennes qui pénètrent donc en profondeur au sud Liban, même au-delà du fleuve Litani. 550 cibles du Hezbollah ont été frappées au cours des 24 dernières heures par l'armée israélienne. La manchette du Israel Hayom est-elle consacrée ce matin à la tension de ces dernières heures entre les États-Unis et l'Iran ? Le journal titre « Les Américains démentent formellement les déclarations de dirigeants iraniens selon lesquelles l'Iran conservera, selon l'accord qui se trame, un potentiel nucléaire et maintiendra une autorité sur le détroit d'Ormuz. Ce sont des balivernes, affirme-t-on à Washington. Trump augmente actuellement ses pressions sur l'Arabie Saoudite et le Qatar en leur demandant de rejoindre au plus vite les accords d'Abraham. Vous nous le devez bien, a affirmé le président. Et en page 2 du Israel Hayom de ce matin, un titre: Israël étudie actuellement un brouillon d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Un brouillon qui lui a donc été remis apparemment directement par le président américain Donald Trump.
Et puis ce matin, le second titre le plus inattendu se trouve en première page du Yediot Ahronoth. Le grand quotidien nous conduit jusqu'à l'ONU à New York, qui une fois de plus est monté très haut dans la haine gratuite d'Israël. Le Yediot Ahronoth nous explique en effet que l'ONU a décidé d'intégrer des organisations israéliennes dans la liste des organisations qui ont commis des crimes sexuels, et ce, aux côtés des terroristes du Hamas du 7 octobre. En Israël, on explique que le secrétaire général des Nations Unies a reçu d'intenses pressions au cours des derniers mois pour inclure ces organisations israéliennes à partir du moment où le Hamas figurait dans cette liste, et Antonio Guterres a donc choisi de faire abstraction des documents qui prouvent absolument le contraire, et il a donc cédé aux pressions des amis du Hamas au sein du Palais de Verre de l'ONU. En réaction, Israël a décidé de suspendre tout contact avec le secrétaire général des Nations Unies. Et puis dans un éditorial dans le Israël Hayom, Shalom Ben Hanan tente de répondre à une question importante qui concerne l'avenir de la bande de Gaza. Cette question est claire: est-ce que Mohamed Dahlan peut être le futur dirigeant de la bande de Gaza? La question se pose après l'annonce de la récente rencontre dans les Émirats Arabes Unis entre le chef du Shin Bet David Zini et Mohamed Dahlan lui-même. Dahlan, qui est originaire de Gaza, était une des figures de proue de l'autorité palestinienne à l'époque des accords d'Oslo, avant de tomber en disgrâce devant Mahmoud Abbas et de fuir vers Abu Dhabi, où il est devenu le très proche conseiller de Mohamed Ibn Zayed. Son nom avait déjà été avancé depuis le début de la guerre pour l'après-Gaza, mais Shalom Ben Hanan estime que Dahlan est détesté dans la population gazaoui et qu'il ne pourra donc pas s'imposer comme le leader que l'on attend du côté palestinien pour l'après-guerre. En attendant, le site d'information du Maariv de ce matin nous annonce en page d'ouverture la tentative d'élimination par Tsahal du commandant de la brigade nord du nord de la bande de Gaza et de son adjoint. Et justement, dans le site N12 ce matin, le docteur Ariel Ochorev nous explique pourquoi ce qui est valable et possible pour Israël dans la bande de Gaza ne l'est pas obligatoirement au sud Liban avec le Hezbollah. Selon lui, le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza est une condition sine qua non à la fin du conflit avec le mouvement terroriste palestinien. Par contre, le Hezbollah, écrit-il, est un mouvement populaire solidement ancré au Liban, et vouloir le détruire ou tenter de le détruire est un objectif militaire qui n'est, selon lui, pas réaliste. Ariel Kahana dans le Israël Hayom nous indique une date butoir importante pour les relations entre les États-Unis et Israël. Cette date, c'est le début du mois de novembre prochain avec, on le sait, les élections pour le mid-term, et l'objectif de Benyamin Netanyahou d'ici là est de conclure avec les Américains un accord de coopération sécuritaire accrue qui servira d'alternative à l'aide économique et militaire américaine de 3,8 milliards de dollars que les Américains fournissent chaque année à l'État d'Israël. L'objectif déjà affirmé par Benyamin Netanyahou est de mettre fin à cette aide économique et militaire en 2038 et de permettre ainsi à Israël d'avoir une autonomie en matière d'armement. La page éditoriale du Yediot Ahronoth est dans sa quasi-totalité consacrée aux orthodoxes israéliens et à leur influence politique. Amir Ettinger explique l'importance de la rencontre récente entre Gadi Eisenkot, l'un des chefs de l'opposition, et Moshe Gafni, l'homme fort du judaïsme de la Torah. Une rencontre qui s'est tenue après que le Rav Dov Lando, guide spirituel du judaïsme de la Torah ashkénaze, ait annoncé la fin du bloc entre le Likoud et les orthodoxes israéliens. Selon Amir Ettinger, Netanyahou redoute que les ashkénazim orthodoxes l'abandonnent, et au bout du compte, cela prouve qu'il n'y a pas véritablement d'alliance politique entre tous les partis sionistes comme on aurait pu le penser à l'origine. Sheila Fried, elle, se penche sur les orthodoxes qui refusent de s'enrôler, et elle cite des experts qui affirment que les sanctions contre les réfractaires seront un obstacle à la voie d'une intégration justement de ces orthodoxes, de ces élèves des yeshivot au sein de l'armée israélienne. Et enfin, la professeure Ifat Bitton consacre son édito à l'intégration des orthodoxes dans le monde académique qui se déroule peu à peu, on va dire d'une certaine manière relativement lentement. Et puis pour terminer, comme chaque jeudi, nous vous proposons un survol de la dernière édition d'ActuJ avec un dossier spécial sur justement les drones de la terreur qui font si mal à l'armée israélienne, aux habitants du Nord, mais également aux installations des pays du Golfe Persique. Dans cette édition également, une interview du président de l'UEGF, Youssef Murciano, un portrait de Franck Tapiro, et puis des débats et des opinions sur des sujets divers comme celui-ci. Peut-on critiquer Itamar Ben-Gvir? C'est la fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Daniel Saada. Daniel, bonjour, Boker Tov.
Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël à Paris, diplomate. Et avec vous, justement, je voudrais que l'on revienne sur les aspects diplomatiques de ce qui se passe actuellement dans la région avec justement donc ces négociations entre Donald Trump et les Iraniens qui semblent mettre de côté ou sur la touche l'État d'Israël, alors que on pensait jusqu'à présent que l'État d'Israël était, on va dire, un allié privilégié des Américains. On a l'impression que maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Vous pensez qu'il y a une redéfinition, peut-être, de la relation entre Israël et les États-Unis autour de cet accord qui se profile avec l'Iran? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Je crois qu'on ne sait pas grand-chose de cet accord, si ce n'est la volonté des deux parties d'essayer de parvenir à un accord qui est en soi, ce qui est en soi quelque chose d'assez important lorsque l'on sait les exigences américaines. Lorsque je parle de prudence, c'est que je crois qu'il faut d'abord se souvenir de ce qui s'était passé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, lors des négociations de l'accord de Vienne, sous la présidence du président Obama. Là, je crois que nous pouvons dire que ce que vous avez rappelé dans votre question était tout à fait la réalité. Nous étions sur la touche. Les grandes puissances dirigées par l'administration américaine de Barack Obama menaient des négociations avec l'Iran en ayant mis de côté totalement à la fois l'État d'Israël, mais également ses intérêts et les intérêts de la relation stratégique que nous avions avec les États-Unis. Souvenez-vous du voyage express qu'avait dû mener le Premier ministre Netanyahou et s'adresser au Congrès pour essayer de convaincre les parlementaires américains d'intervenir auprès du président Obama pour essayer autant que possible d'intégrer dans ce futur accord ou d'essayer de négocier à nouveau cet accord qui était un très mauvais accord. Donc nous ne sommes plus du tout dans cette optique. Je rappelle que, et on le voit régulièrement, y compris non seulement dans les fuites dans la presse, mais également dans les déclarations du président Trump, les intérêts d'Israël sont en permanence rappelés dans le cadre de ces négociations. À la fois les intérêts liés à la question du nucléaire iranien, puisque vous le savez, il y a 2 points essentiels sur lesquels cet accord rencontre des difficultés, semble-t-il. Le premier, c'est la question de la transmission de l'uranium enrichi aux États-Unis, puisque Trump semble être intraitable sur la question. Il n'est pas question pour lui que les Iraniens conservent l'uranium qu'ils ont déjà réussi à enrichir, ce qui est en soi un élément crucial de ce combat que nous menons depuis plus de 20 ans contre la menace nucléaire iranienne. Et le deuxième point qui n'est pas inintéressant, c'est la volonté du président Trump de profiter de l'occasion d'un accord avec l'Iran pour imposer aux partenaires américains de la région, et je pense évidemment à l'Arabie Saoudite et à l'ensemble des pays du Golfe, la normalisation avec Israël. Donc vous voyez, nous sommes très loin de la situation dans laquelle nous étions en 2015. Pourtant, on ne peut pas cacher qu'il y a une forme d'amertume, de déception ici en Israël par rapport à ce qui est en train de se passer. On ne sait pas, c'est-à-dire même dans le meilleur des cas apparemment, ce qui est en train de se produire, c'est que peut-être qu'il y aura des limites concernant l'uranium, l'enrichissement ou le déplacement des 440 kilos d'uranium enrichi, mais par exemple le dossier des missiles balistiques ne figure apparemment pas dans l'accord, et la volonté justement d'Israël de mettre fin à ce système de proxy comme le Hezbollah ou le Hamas qui menace l'État d'Israël, eh bien aussi on n'en parle pas du tout dans un tel accord. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, est-ce qu'on a mal mesuré, on va dire, le facteur patience de Donald Trump? On sait que c'est un homme qui est très impatient, en plus d'être imprévisible, et que finalement, eh bien, lorsque les choses s'enlisent, eh bien, il n'est pas là, il n'est pas dans la durée, Donald Trump. C'est pas un coureur de marathon, c'est un sprinter plutôt. Alors, ce n'est pas un coureur de marathon, essentiellement à cause des règles institutionnelles aux États-Unis, puisque vous le savez, il ne pourra pas être réélu. Donc, il sait que son mandat est limité dans le temps, à la différence de ce qui se passe chez nous en Israël, où le Premier ministre Netanyahou bat tous les records de longévité, ou alors dans d'autres pays. Donc, premièrement, il a devant lui un calendrier serré. Et je ne crois pas que ce soit lié, il le répète lui-même, ce n'est pas lié aux élections, ce qu'on appelle les midterms, les élections législatives de mi-mandat.
rentrer à l'automne prochain aux États-Unis. Il le répète inlassablement, son mandat est terminé, se termine, il ne pourra pas être réélu. Donc de toute façon, la question pour lui n'est pas d'essayer de convaincre les électeurs américains, y compris dans son propre parti. Donc la longévité du président Trump est limitée dans le temps et il essaye autant que possible d'obtenir des résultats. Mais je crois que ce qui compte le plus pour le président américain, c'est la question de la sécurité énergétique mondiale, parce que ce conflit avec l'Iran, notre conflit avec l'Iran, le conflit des États-Unis avec l'Iran, a fait ressurgir une question que tout le monde connaissait, mais qui a été savamment exploitée par l'Iran, à savoir la menace sur la sécurité énergétique mondiale, avec ce que nous savons tous, 20% du commerce du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Les Iraniens s'en sont saisis et ont réussi un tour de force, il faut le reconnaître, un véritable coup de maître, en ayant mis la main sur ce détroit et malmené le commerce international du pétrole à travers ce détroit. Donc la sécurité énergétique mondiale, c'est le porte-monnaie de chacune et de chacun d'entre nous à travers le monde, y compris aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est très important pour le président Trump d'essayer d'arriver à une solution. La deuxième réponse, le deuxième élément de réponse à la question que vous avez posée, c'est que je crois que les attentes et les espoirs sont mesurés à l'aune de ce que nous avons réussi à faire pendant cette guerre que nous avons menée conjointement avec les États-Unis, où nous avons eu une collaboration exceptionnelle. Je crois que jamais dans l'histoire militaire moderne, deux pays, et pas les moindres, la première puissance militaire mondiale, ont réussi à mener main dans la main un conflit, une guerre, une opération aussi importante que celle qui a été menée pendant ces plus de 60 jours de guerre que nous avons eus avec l'Iran. Donc je crois que nous sommes partis de très haut avec cette collaboration et ce partenariat exceptionnel que nous avons eu au plan stratégique, militaire, opérationnel, et que nous nous attendions à ce que ce partenariat puisse trouver le même écho au niveau politique, mais les choses ne sont pas les mêmes. Mais encore une fois, je reste prudent. Je crois qu'il faut se souvenir de ce qui s'était passé sous l'administration Obama, et nous sommes très très loin de cette situation. La situation selon laquelle l'État d'Israël ne peut pas, par exemple, et là je parle du Sud-Liban, ne peut pas frapper le Hezbollah comme il le voudrait, en raison d'un veto imposé par l'administration Trump, c'est une situation qui est connue, on va dire, dans l'histoire de la diplomatie israélienne? Oui, ce n'est pas la première fois que nous avons été limités dans nos opérations au Liban, au Sud-Liban, par nos amis américains. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais vous savez, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si ce veto est définitif ou est-ce qu'il est temporaire, ou est-ce qu'il est lié aux négociations en cours. Je penche plutôt pour la deuxième solution. Je crois que les Américains savent pertinemment, et ils l'ont exprimé d'ailleurs, qu'il faut régler le problème du Hezbollah, exactement comme ils nous laissent la carte blanche pour mener les opérations à Gaza, pour essayer de continuer à porter ces coups importants au Hamas, essayer d'affaiblir autant que possible le Hamas, comme ils nous ont autorisé de le faire face aux Houthis, à la menace des Houthis au Yémen. Donc là, je crois qu'il s'agit essentiellement d'une sorte de volonté de tempérer, limitée dans le temps, pour permettre aux Américains de dégager autant que possible une solution sur le volet de leur négociation avec l'Iran. Je ne crois pas qu'il y ait ici une volonté des Américains de nous empêcher de régler le problème du Hezbollah, d'autant que le président américain l'a répété à plusieurs reprises, la question de la menace iranienne n'est pas seulement celle de l'Iran lui-même, mais de tous ses proxys. Il le répète de manière très régulière. Donc cette reconnaissance
de la menace de déstabilisation régionale que représente l'Iran est bien connue du côté américain et partagée avec nous. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, une déclaration qui nous a certainement pas échappé, qui nous ramène à la politique française par rapport à Israël. Il était question hier au Sénat justement de la relation entre Israël et la France, et des relations qui se sont considérablement détériorées, on va dire, même après le 7 octobre, et en particulier depuis la guerre du 28 février. Et puis une déclaration de Sébastien Lecornu, le Premier ministre français, qui affirme tout simplement, on parle beaucoup d'un embargo imposé par la France à Israël, mais en fait, c'est Israël qui impose à la France un embargo, dans la mesure où Israël ne se fournit pas en termes d'armement ou de munitions en France, et donc a délibérément choisi de ne pas avoir pour partenaire commercial dans ce domaine la France. C'est assez inattendu comme déclaration, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ce genre de propos de la part d'autorités françaises? Vous savez, je l'ai trouvé pathétique. Je ne crois pas qu'il y ait un autre terme. Je l'ai trouvé pathétique parce que ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, aux enfants au jardin d'enfants lorsqu'ils vont voir la maîtresse et qui lui dit « c'est pas moi, c'est lui ». C'est à peu près ce qu'a essayé de faire le Premier ministre français et ancien ministre de la Défense, je me rappelle, il sait exactement ce dont il parle. Incontestablement, les Français ont mené une politique d'embargo sur Israël. Ce n'est pas nous qui menons l'embargo contre la France. C'est bel et bien la France qui a décidé, depuis le 7 octobre en particulier, avec l'ensemble des déclarations qui ont été faites par le président Macron, qui ont décidé d'ostraciser Israël autant que possible, en tout cas au plan déclarationnel, également au plan opérationnel, pour empêcher Israël de s'appuyer d'une quelconque manière sur les industries de défense françaises. Donc il y a bel et bien un embargo français qui a déjà eu un précédent. Je rappelle l'embargo décidé par le général de Gaulle en 1967. Et ce qui m'interpelle, c'est que l'embargo de 1967 était destiné à rehausser l'image de la France dans le monde arabe, puisque vous le savez, après la guerre d'Algérie, la France avait besoin de mener ce que le président de Gaulle lui-même avait intitulé la politique arabe de la France, pour essayer de promouvoir les intérêts de la France au sein du monde arabe. Eh bien, cet embargo de facto qui est imposé contre Israël depuis 2023, depuis le 7 octobre, eh bien, je crois que la France fait à peu près la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour rehausser son image au sein du monde arabe, mais rehausser son image au sein de la communauté arabo-musulmane en France. Donc, nous sommes toujours à la recherche par la France de ses intérêts au sein du monde arabe et des communautés arabo-musulmanes, mais cette fois-ci, la France a essayé de rehausser son image pour la communauté arabo-musulmane qui se trouve sur son propre territoire. Alors effectivement, cette déclaration, on peut la considérer comme une forme de frustration de la part du Premier ministre ou des responsables. Daniel, si vous me permettez, il y a un deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a également rappelé dans ses propos devant le Sénat, et c'est le deuxième élément important de cette déclaration. Il a dit: Israël est notre concurrent direct. Les industries de défense israéliennes sont les concurrents de la France. Et là, vous avez, je crois qu'il a levé... il a un peu raison là-dessus. C'est-à-dire, il a entièrement raison, et il a levé la lumière sur un certain nombre d'éléments qui se sont passés dans les 2 dernières années. Je pense aux interdictions françaises de la participation israélienne à des salons de défense qui ont eu lieu en France. Eh bien, c'était tout simplement une sorte de politique de concurrence déloyale. Les Français ont empêché les industries israéliennes de venir concurrencer leurs propres industries sur leur territoire. Il n'y a pas d'autre explication. C'est intéressant de le mentionner. Effectivement, c'est important de souligner, parce que parfois on considère qu'il s'agit seulement d'une sorte de réaction politique ou diplomatique, mais là il s'agit d'une réaction, on va dire, tout à fait commerciale. Là, je vous le dis, je crois que le Premier ministre français a été extrêmement franc et en même temps extrêmement pathétique. Et oui, et puis les Français ne peuvent pas en vouloir à Israël, justement parce que, eh bien, il a cette expérience terrible expérience de l'embargo du général de Gaulle, qui a poussé Israël d'une certaine manière entre les bras des États-Unis et qui pousse d'une certaine manière aujourd'hui les Israéliens après la guerre à essayer d'avoir une politique un peu plus autonome en termes d'armement et de munitions, puisqu'on le voit aujourd'hui, c'est même dans l'actualité aujourd'hui,
les Israéliens développent, on va dire, leur autonomie en termes d'armement et d'industrie militaire. Merci beaucoup, Daniel Saada, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir expliqué cette situation complexe dans le Golfe avec cet accord qui est en train de se préciser, mais qui n'est pas encore signé, il faut le souligner effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et bien entendu à l'approche de ce Shabbat Parashat Béalotra. Alors, on va rentrer effectivement, on va dire, dans des périodes de turbulence pour le Ham Israël, à partir dès qu'il commence à bouger le Ham Israël après avoir quitté le Har Sinaï, eh bien, les turbulences commencent, les crises commencent et elles vont ponctuer, on va dire, la lecture de tout le livre de Bemidbar dans le désert, justement, dans l'instabilité du désert. Mais avec vous, ce matin, dans la paracha de la semaine, la paracha de Béalotra, qui est très riche en thèmes que l'on pourrait commenter et même adapter à la réalité israélienne, comme nous le faisons, eh bien, il y a un thème que vous avez voulu choisir et qui est aussi qui est central, qui est majeur, qui est important dans une société et en particulier dans une société juive, c'est le Lashon Hara. Bien sûr, à travers l'épisode qui conclut la paracha de la semaine, celui du Lashon Hara que Myriam et Aaron, d'ailleurs, ont dit sur la femme de Moshe Rabbeinu, sur Tzipora, eh bien, on se demande, on voit la sanction contre Myriam qui est exclue du camp pendant une semaine. Tout le monde l'attend, d'ailleurs c'est son mérite aussi, mais de manière incontournable on comprend la gravité de dire du Lashon Hara. Pourquoi c'est aussi important dans un cadre social d'éviter de dire du Lashon Hara? La Torah nous a déjà parlé du Lashon Hara dans le livre de Vayikra, puisqu'on sait par les commentaires des sages que ce qu'on appelait le Metzora, c'est-à-dire, on appelle ça la lépreux, mais en réalité c'est pas une maladie au sens physique du terme, c'est une espèce de stigmate sur la peau qui fait que la personne qui en est atteinte est impure et doit être obligatoirement sortie du camp où se trouvaient les Hébreux dans le désert, c'est-à-dire exclue de la société pendant quelque temps, le temps qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait. Et la cause de cela, nous disent les sages, c'est la médisance, c'est le Lashon Hara, c'est le fait d'avoir commencé, au fond, à dire des choses sur son prochain qui dévalorisent le prochain. Alors bon, et les sages eux-mêmes nous disent de manière très claire, très nombreuses reprises dans le Talmud notamment, et c'est repris par tous les maîtres de toutes les générations suivantes, que le Lashon Hara est la source finalement de fautes extrêmement graves, parce que le Lashon Hara est destructeur de la société. C'est-à-dire qu'avec la parole est capable effectivement d'élever l'homme, d'apporter une sanctification au monde, mais la parole est aussi capable de détruire la société. Et ce point-là est tellement important que la Torah nous montre que personne n'échappe à ce risque de faire de la médisance à faire du Lashon Hara, puisque par exemple dans cette paracha, comme vous l'avez dit, c'est la sœur de Moshe, de Aaron, Myriam, qui dit des choses qui ne sont pas très valorisantes pour Moshe, et qui est punie par cette sarate, ce stigmate sur la peau, qui indique qu'elle a commis une faute grave, et donc le temps qu'elle revienne finalement à une situation de pureté, eh bien, elle est écartée du camp, comme vous l'avez dit. Et donc, alors, écartée du camp, pour les commentateurs, c'est le fait de dire cette personnalité, même une importante personnalité, eh bien, a dit du mal d'une autre personne. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de vivre en société avec un autre. Donc, on va la mettre pendant un certain temps, on va l'exclure de la société pour qu'elle prenne conscience de l'importance du vivre ensemble, si on peut dire. Exactement. Cette exclusion du camp qui est due à une impureté, en fait, rituelle, en réalité a un fondement éthique. L'exclusion du camp, ça veut dire la personne en question
doit prendre conscience que la médisance de la Lachon Hara est un très grand danger pour la société, parce que c'est le début, au fond, de ce qu'on appelle la sinatrinam, c'est-à-dire de la haine gratuite. C'est ça, la base même du Lachon Hara, c'est finalement d'avoir vis-à-vis d'autrui, non pas de l'amour, puisque la Torah nous recommande Ve'ahavta et ve'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Lachon Hara, c'est le début de la sinatrinam, le début de la haine gratuite. Et donc, il faut absolument protéger la société contre ce mal endémique qui peut devenir un mal destructeur si on ne l'arrête pas à temps. Alors, cela nous amène donc à l'actualité, parce que on le dit, on approche des élections, et on va dire la période électorale, c'est une période où on va dire très propice malheureusement à ce genre à l'utilisation de ce Lachon Hara. On se jette des invectives, on s'insulte mutuellement entre chefs de parti, et on va dire ça n'épargne personne. Et les journalistes, je suis un petit peu bien placé pour le savoir, les journalistes sont souvent accusés de faire du Lachon Hara, peut-être pas à tort, mais ça n'épargne personne, y compris, on va dire, même des sommités rabbiniques qui transgressent, on va dire, cette interdiction. Tout à fait. C'est-à-dire, à vrai dire, nous sommes dans une société, la société moderne, même la société qu'on appelle postmoderne, avec le développement de la communication, d'Internet, etc., le développement du débat, entre guillemets, démocratique, la télévision, cette société donc, devient de plus en plus une société du Lachon Hara. C'est une société où, effectivement, il y a une espèce de déchaînement qui se fait de manière, je dirais, presque automatique contre des personnes. C'est-à-dire, on va rentrer en campagne électorale, on est déjà rentré en campagne électorale, on voit déjà se pointer une démarche qui est centrée ad hominem sur la critique des hommes, des personnes, et non pas sur des discussions à propos de programmes, à propos d'idées, à propos de perspectives. Pour être clair, les campagnes récentes, c'était pro-Bibi ou anti-Bibi, et on a l'impression qu'on va rentrer à nouveau dans ce genre de campagne où finalement tout est centré sur un seul homme. Et évidemment, il y a aussi de la part de tous les partis des réponses, des invectives sur les hommes. Or, je pense que nous avons, après le 7 octobre, absolument besoin de réfléchir, d'avoir une réflexion sur la société, sur les perspectives de cette société, sur la manière de l'améliorer, sur le sens même de l'identité qui renaît, dont on assiste à la renaissance de l'identité juive au cœur même de la terre d'Israël. Tout ça, ça n'apparaît pas dans les campagnes électorales. On se concentre sur, effectivement, des attaques ad hominem, du Lachon Hara, et c'est pas constructif, on le sait, c'est plutôt destructeur. C'est destructeur, mais pourquoi alors finalement on n'arrive pas, même au niveau des hommes politiques, à faire passer un message positif, et que l'on utilise tellement cette mauvaise langue pour se remonter soi-même et détruire l'autre. Pourquoi finalement, est-ce que c'est pas intrinsèque à la nature humaine de vouloir se mettre un petit peu en avant au détriment des autres ? Oui, mais le propre même de la Torah, c'est justement de surmonter les pesanteurs de la nature humaine. C'est ça la Torah. La Torah nous dit il y a une nature humaine, effectivement. Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, d'ailleurs, fait partie de la nature humaine. Eh bien, il faut surmonter ça. Et donc, il y a une exigence d'éthique qui doit apparaître à tous les niveaux de la société, y compris au niveau
du débat politique. Et d'ailleurs, la chronologie des parachéotes du livre de Bemidbar, elle nous montre, puisqu'on parle de Béalotra, on va parler de Myriam, donc elle dit du mal de Moshe Rabbeinu, et de la semaine prochaine, on va parler des explorateurs qui vont dire du mal de la terre d'Israël, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à dire du mal d'une personne, on va même salir la terre d'Israël. Et ça, absolument, on va rentrer, effectivement, vous avez raison de le souligner, à partir de là, toutes les catastrophes qui se sont produites pendant la période du désert sont liées au Lashon Hara. Vous citez les explorateurs qui vont déblatérer sur la terre d'Israël. Il y a aussi Korach. Et il y a Korach, naturellement. Là aussi, on est en plein dans le Lashon Hara destructeur. Korach, c'est véritablement un destructeur de toutes les structures qui ont été mises en place après le don de la Torah au Sinaï. Et donc, les malheurs, entre guillemets, de la période du désert sont intimement liés au Lashon Hara. Alors, la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un remède à ce Lashon Hara ? Comment fait-on ? Alors, je sais qu'il y a dans certains cercles religieux orthodoxes même, on fait du Ta'anit Dibour pour ne pas avoir à multiplier cette faute. Mais sur le fond, quel est le remède ? Moi, je pense que sur le plan, en tout cas, du débat politique, il faut recentrer le débat politique sur une réflexion plus profonde. On en a besoin aujourd'hui, je dirais après le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on veut que soit la société israélienne aujourd'hui et dans la perspective de demain. Donc il faut qu'il y ait des échanges qui puissent se faire entre des gens qui sont éloignés les uns des autres, échanges qui ne se produisent pas lorsque on met en avant le Lashon Hara. Donc moi je pense que c'est déjà une première démarche que de mettre sur la table la nécessité d'une réflexion sociétale. De dialogue. Eh bien, on va en rester là. On espère effectivement que ce dialogue, il enrichira d'une certaine manière la société israélienne. Il y a des appels, effectivement, depuis le 7 octobre, des appels multipliés à un dialogue de respect mutuel dans lequel on ne s'invective pas, mais où on se parle avec respect. C'est pas encore tout à fait au point, mais il y a tout de même un certain progrès, on peut le dire, dans certaines couches de la société israélienne. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur cet aspect de la paracha de la semaine, donc la nécessité de lutter contre le Lashon Hara, contre la médisance. Bonne journée, Shabbat Shalom, à bientôt. Bonne journée, Shabbat Shalom.